Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à ce rendez-vous de la Fondation Prospective et Innovation pour réfléchir ensemble aux conséquences de la nouvelle donne américaine avec l'élection présidentielle et ce changement d'orientation politique des États-Unis, changement important pour le pays, changeant important pour le monde. Et nous sommes heureux d'organiser cette rencontre aujourd'hui sur ce sujet et principalement sur l'angle économique de cette nouvelle donne des États-Unis. Je voudrais vous dire combien la Fondation Prospective et Innovation est heureuse de vous accueillir, heureuse d'accueillir les orateurs qui nous font l'honneur de participer à ces échanges. Je voudrais saluer Ron Kurl, qui est ancien représentant américain au commerce, qui nous parle des États-Unis. C'est l'ancien maire de Dallas. Il connaît les États-Unis de l'intérieur, comme tout bon politique, mais il a été aussi le représentant américain du commerce, et donc il connaît le monde, les échanges, et c'est, je crois, un interlocuteur particulièrement pertinent pour nos sujets. Je voudrais saluer Karel de Gourd, que personnellement je suis très heureux de retrouver. Nous avons siégé ensemble au Parlement européen et depuis, il a fait une grande carrière dans son pays, en Belgique, où il a été ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre, et il a été commissaire européen au commerce. Et donc, il a eu l'occasion déjà de rencontrer et discuter avec Ronald Kurl, et ils sont deux acteurs de part et d'autre de l'Atlantique qui connaissent bien les questions économiques, les questions d'échange, les questions du commerce. Et puis, comme troisième intervenant, nous avons le vice-président de France-Amérique, que beaucoup des amis de la Fondation connaissent, Jean-Claude Beaujour, puisque c'est une personnalité médiatique française, un expert notamment en droit international, mais qui connaît bien ces sujets et qui connaît particulièrement lui aussi l'Amérique de l'intérieur. Nous sommes donc dans ce deuxième webinaire sur ces sujets, puisque la Fondation Prospective et Innovation, qui fête maintenant plus que ses 30 ans, donc qui a une expérience de l'innovation intellectuelle et des réflexions stratégiques, cette fondation a décidé d'organiser au cours de cette année 2021 un cycle de réflexion sur les États-Unis et le monde, à la fois sur cette nouvelle donne qui influe sur les États-Unis et sur le monde, mais aussi sur les grandes questions qui sont posées à nous, notamment sur l'avenir du multilatéralisme, et nous le verrons aussi sur cette gouvernance mondiale qui nous semble important d'essayer de faire progresser pour éviter le développement des tensions, et Dieu sait s'il peut y avoir aujourd'hui des tensions. Chers amis qui nous écoutez, vous pourrez participer par vos questions. Vous avez un petit indice sur votre écran qui vous permet de poser des questions, et nous réserverons la dernière demi-heure de nos échanges à de l'interactivité, et l'ambassadeur Serge de Gallet va récolter l'ensemble de vos interventions pour pouvoir orienter notre débat et entendre nos interlocuteurs. Nous allons donc commencer notamment en regardant d'abord la situation plus spécifiquement américaine, même si beaucoup de choses qui concernent les États-Unis sont à la fois des affaires intérieures, mais aussi des affaires extérieures, puisque l'hyperpuissance, suivant le mot d'Hubert Védrine, des États-Unis fait que nous sommes concernés à l'international par des décisions souvent qui ne sont que nationales. C'est le statut des États-Unis qui nous conduit à ça. Mais nous voudrions avoir comme point de départ de la réflexion, et notamment en donnant la parole à Ronald Kurl, d'avoir un peu la vision sur les grands objectifs de Joe Biden, de la nouvelle administration américaine, sur le plan économique et financier. En termes de croissance, on a vu qu'avant la pandémie, les États-Unis étaient sur des rythmes de croissance qui apportaient beaucoup de satisfaction aux États-Unis, mais aussi à l'économie mondiale. On a vu qu'il y a eu ce coup d'arrêt, naturellement, comme partout, avec la pandémie et avec les impacts qui sont très importants sur le plan économique comme sur le plan social. Je pense évidemment au chômage.
Je pense aussi aux questions commerciales, aux tensions avec naturellement la Chine, et nous en parlerons parce que c'est une donnée structurante pour les prochaines années, que cette tension entre les États-Unis et la Chine, mais naturellement, pas seulement ces tensions avec la Chine, des tensions aussi, on le voit pour ce qui est de l'Europe, avec le dossier Airbus et avec les sanctions, les taxes qui sont venues ralentir notre commerce et affaiblir. Je le dis parce que je suis ici en Charente, il y a clairement des taxes qui ont été décidées sur le cognac qui ont rendu naturellement très triste cette région dans laquelle je me trouve. Mais disons que ça fait partie des singularités sur lesquelles on peut réfléchir. Et donc, un Ronald Curl, je voudrais qu'il nous rappelle ses grands objectifs économiques et puis qu'on regarde avec lui, et notamment avec cette expérience qu'il a et politique et économique et financière, si finalement Joe Biden va avoir la majorité de ses projets, est-ce que sa majorité n'est pas trop fragile, est-ce que les républicains vont pouvoir mener une sorte de guérilla contre son action, comment les choses vont se passer, quel va être le rôle de Donald Trump. On voit qu'il a annoncé que la bataille continuait et donc on voit qu'il y a un certain nombre de difficultés. Cependant, les élections ont parlé et la majorité est établie. Donc, comment s'apprécie un peu cette question politique et les moyens que Joe Biden peut avoir pour mener sa politique et naturellement de voir comment la société américaine va pouvoir permettre cette évolution, sachant que, comme toutes les sociétés, mais peut-être un peu plus que certaines autres, la violence est très importante dans cette société et des questions sociétales majeures. Mais nous connaissons aussi ça en Europe maintenant. La violence est toujours prête à surgir sur de très nombreux conflits, mais la situation économique, la situation de la pauvreté, la situation de l'emploi, tout ceci va sans doute rendre les choses assez complexes pour les différents acteurs et pour le président américain et son ambition. Donc peut-être qu'on pourrait commencer, s'il en est d'accord, par une intervention de Ronald Curl sur un peu ce tableau de présentation et de la dynamique Biden et des limites aujourd'hui qu'elle peut rencontrer et comment elle peut les surpasser. Ensuite, je demanderai l'analyse de Karel de Gourbe, puis celle de Jean-Claude Beaujour, et après nous verrons les dossiers du type la GAFAM, la relation avec l'Europe, et notamment les questions d'extraterritorialité, les questions de libre-échange, et puis aussi, naturellement, les relations avec la Chine. Et puis, vous qui connaissez bien le commerce, ça, est-ce qu'on peut espérer un progrès, un bond en avant de l'OMC avec Madame Gauzy, que nous connaissons bien à la Fondation, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Est-ce qu'on peut espérer un retour à une régulation du commerce? Ce sont les sujets qu'on verra peut-être dans une deuxième partie. Ronald, you have the floor. Thank you so much to be with us. Prime Minister, thank you so much to you and FBI for the invitation to join you, and particularly to be joined by my former colleague, my good friend, Commissioner de Gucht. Jean-Claude, it's nice to see you and meet you as well. As much as I have a love for Prime Minister, I wanted to assure you, you're not the only one concerned about the tax on cognac and French wines, in my case, on Scotch whiskeys as well. I feel like I may need to start drinking early. You've given me a pretty exhausting task to tackle, but I will do my best. I will make some assumptions because I know we have a fairly engaged audience with us today that stays reasonably abreast of this important historic transatlantic relationship between the United States and Europe writ large. But let me make a couple of comments. One, I think that President Biden and Vice President Harris's election were made possible because of an overwhelming desire of most Americans, notwithstanding the competitiveness and the tightness of our election. But Americans wanted a return to normalcy, to a return to
professionalism in government that would take care of those matters that Americans felt were critically affecting our future. Now, obviously, this is no different than what you're facing in Europe. The number one concern for most Americans is to get this pandemic under control, then help us return to normal growth. And it will be no surprise to you that is where President Biden has spent his immediate attention. We have vaccinated as many Americans in the first 60 days of this administration as the previous administration was in months. There is some hope we will have the majority of Americans over 65 vaccinated by March. And no surprise to you all, any conversation about restoring economic growth has to be parallel with getting this pandemic under control. So that is first. Secondly, I think the president wanted to signal immediately that the United States was ready to and would return to our historic global alliances because of the enormity of the challenges that we face and the reality that they would better be confronted as partners, but also because he values that. And I would remind those who are with us for this webinar that the vice president has a 40-year history of public service, a large part of which has been devoted to global affairs as a past chairman, of course, of the Senate Senate Foreign Affairs Committee. And so he is someone by nature, and I think by instinct, understands the value of our alliances and the importance of those. And so I think that's been manifest in how quickly he moved, not only symbolically, but substantively to say that, of course, the United States would join, for example, rejoin the Accord, the Paris Accord on climate change. Of course, we will remain a part of the World Health Organization at a time that we need a global partnership to respond to this pandemic. And you, I would presume, heard his remarks about the importance of our commitment to NATO, as well as this transatlantic alliance. And I presume, Prime Minister, we will come back later and talk about China, but I do think it's very timely. We're having this conversation today about our global, the strength and necessity of our traditional global alliance as we are on the eve of the Chinese Communist Party's meeting this Friday, in which we will see, I think, President Xi double down on his current trend towards a much more nationalist economic policy that is going to necessitate that we work together to not combat that, but come up with a much more realistic approach to a China that was very different than what we expected, I think, when we all welcomed to China to the World Trade Organization, so over some 20 years ago. And then finally, even though I think it was easy, but as a former trade minister myself, I was relieved and comforted to see the Biden administration immediately move to undo the United States being the only country to block the appointment of a new Director General for the World Trade Organization. And so we all salute and applaud and are ready to work with our new Director General, General Okono-Iweala. But we have also been very firm in our belief that it is time for the WTO to take advantage of this hiatus to have an honest assessment of where we are in terms of our strength and capabilities and what reformations that the trade organization needs to engage in to make sure that we can truly be the facilitator of open and fair trade around the world. And nowhere is that going to be more critical than an examination of how our appellate body works. And then finally, I think
the administration has signaled once again that it is ready to begin to build on, restore this historic transatlantic partnership that has served us both so well. We are not naive to the challenges that we have, but our interests are so much more aligned than they are in the handful of instances where we have difficulties. But however we address those difficulties, I think the President Biden has signaled that we will do that in the spirit of that historic partnership and alliance. You've also asked me to talk about the challenges that the administration faces in terms of our domestic politics. As I'm sure most of you know, we have an almost evenly divided country politically. While we were able to retain control of the House, the Senate is split 50-50 with, under our system, Vice President Kamala Harris being the deciding vote. The president has made it clear that he has an extraordinary reservoir of respect and goodwill towards the United States Senate because of his 35+ year service in that body. But he's also made it abundantly clear that given the enormity of challenges ahead of us and the urgency that the American public expects the new administration to address those, that we will move forward unilaterally if we have to. So we've seen that with the House passing an almost $2 trillion pandemic recovery and economic act that now goes to the United States Senate. The House has also recently passed, I think, a very needed measure to protect the integrity of our electoral system because of the extraordinary events and conflict that we saw on January the 6th. And then finally, I think the Vice President believes one of the best opportunities that we might have to get some bipartisan cooperation is to make a long needed and massive investment in rebuilding and repairing our infrastructure, which is long overdue. But I want to be respectful of the time constraints that you have put on us, Prime Minister. I would hate to be, I don't mind being interrupted by Carl, but I've never had a president tell me when to stop talking. So I'm trying to not make that possible. And I will wrap my remarks up with this. Look forward to Carl's intervention and look forward to our conversation later. But thank you so much for inviting me to be a part of this very, very important conversation. Merci, Ronald. On va revenir sur ces questions, mais je retiens notamment cette volonté d'apaisement et cette relance par des dossiers qui sont les grands travaux, d'une certaine manière. On dit en Europe, on appelle ça les grands travaux. En fait, des dossiers d'infrastructure qui sont des dossiers qui permettent en général rapidement de pouvoir relancer l'emploi, notamment en veillant à ce que les infrastructures de communication soient renforcées. Karel de Hoort, je vous laisse maintenant la parole pour votre vision, et notamment avec cette dimension du commerce européen que vous connaissez bien, du commerce international, et de voir comment l'impact de ce qui se passe aux États-Unis peut impacter le reste, naturellement, de la planète. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Laisse-moi commencer par dire que j'ai quand même quelques différences de vue avec Ron Kirk. So I have some other ideas on what he has been presenting. Now we know each other because we have been together. He was the USTR for when I became the Commissioner for Trade, and we put together the scoping exercise for the for TTIP, for the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Now, it would be very interesting, Ron Kirk, to get back to that document, you know, and compare it with what President Biden is proposing now. And you would see a very blunt difference between both documents. The idea was that we would make away with all tariffs,
that we would think transatlantic, that we would go in the direction of globalization, but in a managed way. And what I have to see, but by the way, let me come back to that in a minute as well. But what I see is that what President Biden is proposing now is very protectionist, you know. It's a very protectionist program. Now, this is not new. I mean, we have tried to put together the agreements with the US. I think it's a missed opportunity, by the way, under President Obama, and already there it was clear that it could not happen. Maybe there was a chance if Hillary Clinton would have been elected, but if I see what the proposals are now, President Biden's proposals, then I think the prospects are very bleak, because it's really a protectionist program. You know, for example, he is going to continue with the 232 section. That's about tariffs, and it's not Airbus and Boeing. You know, that's not the problem, because Airbus and Boeing has been with us for the last 15 years, and by the way, Boeing is going through some difficulties, and we have on both sides we have claims for duties, etc., and they are more or less evenly spread. You know, so you could get to a political agreement, but I mean, business is continuing in Airbus and also in Boeing. We are producing with Airbus in the United States, so that's not a problem. I mean, that people are telling about that. There is a problem about the subsidies with Boeing and Airbus. No problem with the subsidies on Boeing and Airbus. I mean, that's it's a fairy tale. Huh? What it's really about, it's about businesses that are caught by tariffs, and the 232 is not. It will not be changed for a millimeter. On Buy American, Biden is even going further. Buy American, that's the preference for American products, and it's one of the, what we had proposed was Buy Transatlantic, and that would have made sense. But Buy American means that especially for public procurement, not only the federal level but also the state level have to give preference to American products, and now it's even going further, because the level of national content is going up. The level of content, the national content, is the percentage of products that have to come from the United States, and to be qualifying as an American product, the national local content, and that's the local content, has gone up, so that it's even more protectionist than before. And then the Sacro-Saint Jones Act, you know, dating back to 1922, which is exactly the time that the moment that this house where I'm presently has been built. I mean, it's in stone as ever. There is no even possibility to discuss about it. So it's very protectionist. Now, we are of course very happy that Trump isn't there anymore, obviously, and that President Biden, who is a decent man. I mean, I met him before when he was vice president. He is a moderated guy, knows a lot about international politics because he has been active there for 8 years as a vice president. So he's a decent man. So we have a counterpart, again, a serious man to discuss with. But it does not make away with the differences of opinion, you know, and the difference of opinion is huge. Boris Johnson had hoped that he would have a quick free trade agreement with the US. Well, the American administration made it already very clear that that will be difficult unless he accepts the chicken wings and the hormone beef, etc., etc. So there is not going to be a trade agreement between Great Britain and the US, although they still claim they have a preferential relationship. Now, why does it take that stance? I mean, I don't understand it. I'm not saying that I know why he is doing it, because you have this split country. You say we've been back to normality. Yes, because you have again a normal man at the top, huh? But the
country as such has not changed a lot. I mean, it's still 50-50. Eh? If you see the margins, they are not huge. Eh? Now that's to do partly with the system and this difference between the popular vote and the somewhat strange system you have to elect a president. But it's a split country, and so the idea is we should reunite that country, and for that we need to be protectionist. I mean, that's a political analysis that he is making. And it is also popular in his party, but you cannot expect us Europeans to be, well, very glad about that. Huh? I don't think it's the right way to act, by the way. I mean, we should work together, and we will come to that in the second part of this webinar. We should work together on the international scene. But if we want to work together on the international scenes, for example, with respect to China, with respect to supply chains, where you have now ordered an inquiry about the robustness of those supply chains, which is very good. We should also do that in Europe, have a clear idea about our supply chains. Now, we can do something about our supply chains and move quite a lot of manufacturing from China to the neighboring countries. And if we do it together, that would work. But it will not be easy to work together on that kind of portfolios between the United States and the US if you are not a little bit more forthcoming with respect to the internal policies that you try to deploy and that are really massively protectionist. I mean, there is a real problem there. Huh? It's not enough to say that you are decent, and we are also decent. Huh? I mean, that's not the point, but I mean, if we want to make a real partnership, we should have a little bit more understanding for what we would like to do. I would like to make a last remark, Mr. President, if you allow me to do so, about the WTO. This is an animal that Ron and myself know rather well. I'm a little bit afraid with the language that the United States are using on WTO. They say we have to modernize it. Now, what does that mean, you know, modernizing? I think, first of all, you should go back to a proper functioning of the dispute settlement mechanism. The panel and the appellate body, that it works again, and that there is an agreement that when you win a case or when you lose a case, that you're going to live up to it. And that I didn't hear up to now. So modernizing, I mean, I'm a little bit wary of that. And that's too diplomatic as a language, not to cover anything. Because I've read, and you probably also have read, the very recent op-eds by the new Director General of the WTO in the Financial Times a couple of days ago. And she says, look, that's what I would like to do. And it's interesting what she's proposing. But between us, this is maneuvering in the margin, you know. What it is really about is, what are you going to do to the position of China? Are they still a developing country, or are they a developed country? To what extent do they have to take up their responsibilities? To what extent do they have to live to international standards, you know, for example, with respect to subsidies, just to name one. Now, that I don't read in this op-ed. It's about, we should do more about green goods. Yeah, okay, we should do more about green goods, but we took them in. I'll tell you just a minute the story about it. So we wanted to do something together with the United States on green goods, you know. And we were together in, I think it was in Davos. And the Chinese were there as well. And they said, no, we are not going to work on that. We think it's too much far going. We are going to, no, we step away. So we prepared the press conference, and at the very last moment, you know, when we were already in the press room, they came in again and said, no, we nevertheless are going to participate. And what have they been doing since they are on the table? Just stopping everything, make sure that nothing happens there, you know. So yes, we can work together on China, and we should work together on China, but then there should be some more understanding also about our relationship, you know, the transatlantic relationship. And the transatlantic alliance that Mrs. von der Leyen and President Biden is talking about. What does it mean, you know? It's not only about NATO. It's not only about the 2%.
I think we should go in that direction, but what does it mean? To what extent do we have an understanding for each other, how we can work together, and how we can create win-win situations? And that's not by being more protectionist. So I've been rather direct, but you have to be that with Ron. I mean, between us, we should be in that mood, I think. No? Well, I'll have an opportunity to respond later, but you can presume that I disagree with most of what Carl said. That's what makes our relationship so much fun. Je vais vous donner la possibilité de répondre. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Claude et ensuite à vous, Renard, parce qu'au fond, on a une demande qui est un peu contradictoire vis-à-vis des États-Unis, mais peut-être vis-à-vis de tous les pays. Cette demande, c'est dans des conditions sociales difficiles, on veut la pacification. On veut un retour à des pays qui ont une certaine forme de cohésion sociale et une certaine forme de paix sociale. Et naturellement, ceci, ça passe souvent par des mesures qui sont des mesures nationales, par des mesures qui s'appuient sur une certaine place donnée à la souveraineté. Et donc, on voit bien qu'il y a dans cette demande et de pacification et en même temps d'ouverture, qu'il y a un certain nombre de complexités. Donc, un esprit subtil comme celui de Jean-Claude Beaujour peut peut-être vous aider. Au fond, on voit bien qu'on a besoin, tous les pays ont besoin d'une part de souveraineté, car on ne peut pas dire à nos opinions publiques, quand on est français, qu'on ne défend pas Toulouse et Airbus, et quand on est à Seattle et qu'on défend Boeing. Donc, on a forcément une part de souveraineté dans nos cœurs, mais on voit bien que si on va dans le protectionnisme, on va contre la coopération et on va vers le déclin. Et donc, il nous faut à la fois concilier une part de coopération et une part de souveraineté. Comment Jean-Claude voit ce double approche, notamment dans la perspective de ce que dit Karel de Gucht, c'est-à-dire de travailler ensemble et notamment de revivifier le dialogue transatlantique, y compris pour discuter avec la Chine. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour votre invitation, ainsi qu'à Serge de Gallet, avec lequel on travaille depuis un certain temps. Et j'en profite également pour remercier Joël Rouet du Bridge Tank, qui nous a mis depuis maintenant un certain nombre d'années en contact. Et précisément parce que nous travaillons au cours des entretiens de Jefferson, aussi bien à Paris qu'à Washington, nous travaillons sur ces sujets, sur la construction de la relation transatlantique. Construction de la relation transatlantique, et vous avez, monsieur le Premier ministre, absolument mis le droit là où le point est important. Tout d'abord, quelle est la première conciliation nécessaire? Quel est le premier point d'équilibre? Je rappellerai deux choses en ce qui concerne les États-Unis. Les États-Unis vivent une crise économique aujourd'hui. Il y a un an, le chômage était à 3,5%. Aujourd'hui, donc un an plus tard, il est à 6,7%. Et cela, il faut en tenir compte parce que c'est une réalité domestique. On avait dit quelles sont les forces et faiblesses sur le plan domestique qui peuvent impacter la dimension internationale, en tout cas la relation transatlantique. Donc, premier point, une crise économique qui ne dit pas son nom, parce que derrière la question du chômage, il y a vraiment une crise sociale, parce que vous savez, encore plus aux États-Unis qu'en Europe, lorsqu'on n'a pas d'emploi, on risque d'être expulsé de son logement, on risque de ne pas pouvoir payer ses traites, on risque de ne pas pouvoir se soigner, et on parle de crise économique alors même que nous sommes dans une crise sanitaire. C'est un premier point important. Ce qui compte pour l'Américain d'aujourd'hui, c'est vivre ou survivre pour certains. Deuxième élément de contrainte intérieure à votre question, sur le plan politique, je pense que Joe Biden a une double contrainte. La première contrainte, c'est au sein de son propre camp, les démocrates. Il y a une aile gauche démocrate qui se fait entendre, et il ne nous aura pas échappé que, par exemple, Madame Warren réclamait encore récemment qu'il y ait une politique fiscale qui frappe de manière plus importante les grandes fortunes, et un certain nombre d'experts disent que en fonction de sa proposition, cela pourrait rapporter jusqu'à 3 000 milliards de dollars pour pouvoir financer quoi? Pour pouvoir financer la politique que souhaite mettre en œuvre le président Biden
Donc, premier élément, la gauche des démocrates. Et à côté de cette gauche des démocrates, on parle de politique interne, et vous l'avez dit, hein, il y a des réalités de terrain. À côté de cette gauche démocrate, vous avez un certain nombre d'organisations. Je pense notamment à ce que nous ne voyons pas très bien, mais un grand nombre d'écoles sont fermées. Et vous savez que les organisations syndicales d'enseignants sont extrêmement puissantes aux États-Unis, sont extrêmement influentes. Et donc, ces gens-là se disent, c'est l'occasion pour nous, non pas simplement de demander qu'on réouvre les écoles, ça serait, j'ai presque envie de dire, en poussant un peu assez simple comme objectif, bien compliqué encore, mais surtout qu'on réforme en profondeur l'école publique aux États-Unis, donc ce qui suppose des moyens. On a parlé des forces côté démocrate, en tout cas, de ce qui peut coincer aux côtés de la majorité présidentielle. Et puis, depuis dimanche dernier, vous avez eu un événement qui était un événement médiatique, mais qui a, de mon point de vue, peut-être un événement politique dont le président devra tenir compte, puisque Donald Trump, désormais, lors de son discours d'Orlando, se présente comme finalement le principal leader de l'opposition. Et ce principal leader de l'opposition, qu'est-ce qu'il veut? Alors, cela ne veut pas dire qu'il arrivera à entraîner tout le parti républicain avec lui, mais en tout cas, il en a la prétention. Il dit désormais, on va s'opposer à l'administration entrante. Nous voulons une autre politique d'immigration. N'oubliez pas qu'il l'a dit, il l'a répété, il a dit, nous, regardez ce qui se passe avec la Chine. Je reprends ces mots, c'est une citation, ce n'est pas les mots que je reprends à mon compte, mais il a dit, la Chine est un danger pour nous. Il l'a dit et redit, il a dit, nous sommes contre la cancel culture. Et donc, on voit bien que derrière cette construction de la doctrine, la nouvelle doctrine républicaine, on voit bien que loin de faire l'union, l'Amérique risque d'être au moins, à tous les moins, aussi divisée qu'elle ne l'était lorsque Joe Biden est arrivé aux responsabilités. Alors, il y a une conséquence, en tout cas, pour moi, il y a une chose, cela veut dire que, il est condamné à réussir, et il est condamné à réussir dans un agenda plutôt contraint, là encore, puisque souvenons-nous qu'il va y avoir des élections de mi-terme en 2022, c'est-à-dire finalement, nous sommes au mois de mars, au mois de juin de l'année prochaine, les jeux seront quasiment pliés. Soit il aura réussi, et là, avec un peu de marge de manœuvre pour la deuxième partie de son mandat, soit, hélas, pour le peuple américain, il aura moins bien réussi et les choses seront difficiles. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps, mais quand on voit ce contexte interne, on voit bien que cette obligation du président, et il a pris environ une cinquantaine d'executive orders depuis qu'il est arrivé, essentiellement en matière de politique économique, essentiellement en matière de politique sociale. On viendra sur la politique internationale, mais son objectif d'acheter Amérique d'abord conduit effectivement à dire on va privilégier le développement américain, on va faire en sorte que l'Amérique en elle-même, que l'Américain au quotidien s'en sorte, parce que le président sait, l'administration sait, que si l'Américain, comme chacun de nos voisins à Washington ou ailleurs, si chacun ne s'en sort pas, alors là, il ne pourra qu'alimenter le champ politique pour son opposition. Donc, voilà pourquoi il faut qu'on réfléchisse à ce nouveau dialogue transatlantique en ayant en tête que l'administration actuelle a cette contrainte domestique, et c'est cette contrainte domestique qui va dicter l'agenda international. Le Buy American First implique bien qu'il y ait un retour sur investissement. Je participais à une réunion avec un professeur de l'université de Syracuse il y a moins de 24 heures qui disait qu'il faut qu'aujourd'hui, l'obsession du gouvernement, c'est de maximiser la prospérité américaine et l'inclusion. Maximisation de la prospérité et inclusion, ce sont ces éléments qui vont dicter l'agenda international, et on pourra discuter, si vous le voulez bien, de cet agenda international tout à l'heure. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrons dire sur le Buy American et les conséquences qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Claude. Deux petits points techniques avant de poursuivre notre débat. Pour tous ceux qui veulent poser une question, vous avez une indication sur votre écran. C'est en haut si vous avez un iPad, c'est en bas si vous avez un ordinateur. Vous posez vos questions par
digitales, c'est tout à fait faisable et Serge de Gallet les centralise. Et puis d'autre part, vous avez une interprétation, vous tapez aussi sur cette indication et vous pouvez avoir l'interprétation en français ou en anglais. Cher Ronald, vous avez été affectueusement, cordialement et sympathiquement interpellé par Karel d'une certaine manière. D'un côté, il y a le dossier un peu tendu, quel dossier du protectionnisme. De l'autre côté, il y a la main tendue d'une coopération transatlantique, notamment de réflexion avec, par exemple, les relations avec la Chine. Donc, d'un côté, un sujet important, comment favoriser les échanges sans tomber dans un excès de protectionnisme. De l'autre côté, la nécessité de redonner au dialogue transatlantique une certaine vigueur, notamment pour la gouvernance mondiale et les relations avec la Chine. Vous avez le floor, prenez votre temps pour dire ce que vous avez sur le cœur, cher Ronald. Thank you, Mr. President. And one, I think, look, I'm fond of African proverbs. And one of my favorites is that two people in a burning hut don't have time to argue. And to some degree, I would sum up our relationship with Europe as feeling that too often times we overreact to minutiae and issues that aren't real. And I want to be careful because, I mean, look, China is entitled to its own ambition as much as the US and Europe are, but it's sad that when I came to Brussels now, Carl, whatever it was, it's hard to believe, almost 12 years ago, I predicted then that if we couldn't find a way to resolve this dispute between Boeing and Airbus, we're going to look up to a world in which China is the dominant player in domestic air, travel and production. But one, I cannot disagree with Carl's characterization of the Biden administration's economic and trade policy more than I do. Carl, you should know better. First of all, anything that the United States proposes in terms of Buy America must be done in compliance with our obligations under the World Trade Organization. And most of the member countries of the European Union, as is the United States, as is the United Kingdom, are partners and members of the Government Procurement Act. And so, as threatening as it may sound, in reality, Buy America feels better, sounds better to a domestic audience that believes it only makes sense that as we try to dig out of this economic crisis, that we support local businesses, but in practice, the reality, those members of the Government Procurement Act and the WTO must receive equal treatment under that. And that is no more protectionist than anything. And secondly, I would love to say, I agree with you. I wish we had moved forward on TTIP. But Carl, you completely ignored the reality that the same forces that gave rise, the same political anxiety among the populace that gave rise to Donald Trump's election in the United States are the same forces that brought about Brexit. And so I don't think you can have an honest conversation about what approach was taken or should have been taken in terms of ratification of TTIP without acknowledging that Europe was engaged with your own self-examination of what you were going to look like in a world that may or may not have included the United Kingdom. So it only just seems a matter of necessity, then the United States would have to reassess what's the appropriate way to go forward to have that partnership, that economic alliance we seek, not only with the United Kingdom, but with the European Union as well. But I don't think it's helpful to see either of those two examples as some reversal of our commitment to global trade on open and fair policies and as a retreat toward protectionism. And in respect to the WTO, we don't do ourselves a service
if we pretend that the dispute settlement system is not broken. Now, I think the approach that the previous administration took was the wrong way to go, but even as far back as when I were in, we argued without fail that the body whole needed to look at the dispute settlement process within the WTO to make sure that it did what it was intended to do and not go outside of the norms as the appellate body was continuing to do so. But all of those issues that can be resolved if we will sit down, address them honestly, and they're going to have a better chance of succeeding at the World Trade Order, whether it's NATO, the World Trade Organization, or anywhere else. Very few of these items will be resolved to our benefit if we are apart rather than unified in our approach. I'm not arguing any of this is going to be easy. I mean, these are extraordinary challenges that we face to restore the public's confidence in globalism writ large, and their belief that we can keep them safe, keep them healthy, and provide them economic security. Because the issue underlying almost every item that we talked about is the reality that in our two very advanced economies, it is not globalization, but it is automation, innovation that has displaced workers throughout the United States, throughout Europe, and they frankly are so frustrated that they were willing to swallow the overly broad promises of Brexit or the election of Donald Trump, that somehow we would return to this world where things were where they were 30 or 40 years ago. We know that's not true. That doesn't make the challenge ahead of us any less difficult than it is. And as it respect to China, I just think the tone taken by President Trump is exactly the tone that we have to take with China. They can be an extraordinary force for good. The US and China are the two largest economies in the world, but that is only going to work, Carl, as you and I know, if China accepts its responsibility as a modern economy to play by the same rules that we do and move away from forced transfer of technologies, from favoritism for state-run enterprises, and from their attempts to force, for the most part, European and Western businesses to turn over their underlying trade secrets. So I think we have a better chance of getting our relationship back on track if we focus on those common challenges, common opportunities, whether I was trying to read through some of the questions, and one of them suggested, wouldn't we be better off focusing on our commonalities in terms of healthcare, economic recovery, than if we spend another 20 years over this senseless debate about tariffs just related to Boeing and Airbus. Merci beaucoup, Ronald. Karel, deux points particuliers dans ce dialogue avec Ronald notamment et avec l'avis de Jean-Claude. D'abord, qu'est-ce que signifie vraiment ce concept de souveraineté européenne qu'on entend aujourd'hui très développé, notamment par Madame von der Leyen, mais aussi par Thierry Breton, qui est sur les questions technologiques, sur l'intelligence artificielle, développe beaucoup ce sujet de souveraineté européenne. Donc, comment est-ce qu'on peut voir cette question-là? Et deuxièmement, pour reprendre ce que disait Ronald, et puisque vous disiez dans votre intervention première, cette coopération avec les États-Unis, par exemple en ce qui concerne la Chine, quelles en pourraient être les directions de votre point de vue? Vous avez la parole, cher Karel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. D'abord, un mot sur le GPA, le Government Procurement Agreement. Yes. I'm not going to dwell on the technicalities of this, but that's of course not what is at stake with Buy American. I mean, to say that Buy American has to stay within limits because of the GPA, that's simply technically not correct. I mean, the GPA, it's about
offers that have been made respectively by the US and by the EU. And within these offers, of course, you have to stay course, but that's not, it's, for example, a very big part of public procurement. So in the United States is falling, is not falling within these limits. You know, I mean, that technically that's I have to really to disagree with you, Ron. It's a nice try as a lawyer to put that forward, but that's really not what it is about. The dispute settlement mechanism in the WTO. You know, the WTO. I'm sure that this Nigerian lady is a strong personality, but unless she has the full support of the United States and the European Union and Japan and Australia and Canada, she will not be able to do anything because she's not coming from a strong economy. It's as simple as that. The strength of this lady will be that we support her. She is certainly very intelligent. She knows what she's talking about, but she doesn't have the strength of her economy and her continent behind her. Yeah. And she even has to be very careful not to present the things in a way that it gives comfort to the Chinese, even if that is not the idea behind what she's doing, you know. But she as such cannot save the WTO. We have to do that. You have to do that. You walked away from the dispute settlement mechanism, and not you, I mean, Mr. Trump walked away from the dispute settlement mechanism by refusing to appoint judges, you know. The strength of the WTO, you know, it is the dispute settlement mechanism. That's the strength of the WTO. If that is gone, then it's an intergovernmental club. It's a big G20, you know, then nothing is left of it. What was so unique in the WTO is that if there was a dispute, you got a judgment at the end, and then you had to live up to it. And there is one thing that we should not forget. I mean, I have serious remarks on China, and I'm even working on that. Mr. Raffaele knows that. But whenever China has been condemned by the WTO, they have lived up to the judgment, you know. Take, for example, the minerals, the rare earth materials, very, very important for all modern technologies. We have won 2 cases against them, and they have lived up to it, you know. So, and the Americans simply say we walk away, and that's what Trump has been saying. And then in the national, you have a yearly declaration on the trade policy. They have even said, look, even if we go back to the dispute settlement mechanism, we will see what is the result of the judgment, and then we will decide whether we live up to it or not. Now, those are essential things, you know, where Biden should be very clear what he has on his mind. Is he ready to come back to the dispute settlement mechanism? And is he ready to live up to the judgments that have been done by the appellate body? That's very crucial. And if you do that, then yes, we can join forces and make sure that we change a number of things in the WTO. Globalization. It is true. What is it? It is true that with respect to globalization, the situation has changed. That's true. But don't believe, you know, that you can create prosperity globally without globalization. Don't believe that. I mean, we should discuss about the flanking policies, and by the way, we should do something on the fiscal front globally. That's what you should do. But don't believe that you create a richer world with more people that have a better standard of living without trade and without globalization. That's an utterly wrong approach. And that's what you are doing, by the way. Don't think that you are going to create jobs by being protectionist. Yes, in first instance, you will be able to say, look, this new plant, you know, that's because we have taken that kind of protectionist measure. But if you see it globally, you can only do it together. And what I would like really to convince you of is that if you want to work together with Europe, then we will have
we need to have more understanding for each other, but not only Europe, you know, not only Europe. Huh? I'm not going to come back to the negotiations we had within TTIP. We were ready to move, you know, and the United States couldn't move. Even those who wanted to move, they couldn't. For internal we're not going to help this debate by revisionist history. That's not what I proposed. That is not what happened on TTIP. And you can't, and I think, you know, our broader conversation has to be looking at the challenges ahead of us than trying to color the past. And my friend, and I would suggest to you, and I mean this sincerely, one way you can help empower the distinguished Director General is not to refer to her as this lady from Nigeria, but she is the Director General of the World Trade Organization. I don't think you would have ever, you know, referred to your former colleague as this fellow from France. But I mean, she has earned that. She has the respect of the members. I mean, I will not waste a minute defending the approach of the Trump administration with respect to her or the dispute settlement, but going forward, I do think the Director General is deserving of that respect and shouldn't be referred in such a dismissive manner as you chose to do so. I have a lot of respect for her, Ron. That's not the point. What I'm saying is that she will only be as strong as our support. That's what I'm saying. Carl, I understand that. I don't disagree with you on any of those points. I just don't. I could not disagree with you more with your interpretation of the Biden's economic and trade policy as somehow protectionist, as in a retreat from our commitments to global growth. Look, I mean, I can only stand on our record from ours in the Obama administration. I mean, we obviously not only proposed the TTIP, but made the decision for the United States to join the Trans-Pacific Partnership, which I think was a magnificent failure on the part of the Trump administration to withdraw from that. But in respect to our moderator and our panel, I mean, these are enormous challenges and decisions ahead of us. I just don't think we help ourselves by overreacting at this point in terms of directionally where we think the Biden administration will go. But I'm not questioning that United States have the sovereign right to act in that way. You know, that I'm not contesting. What I'm saying is, if our cooperation aims at being fruitful, then something will have to change also in the internal politics, maybe also on the European side, you know. But if we want to deploy our might vis-à-vis China, which is, I think, necessary, this is a global problem, we will have to work together. And this is not only a question of military, you know. It has to see with the strength of the economies, because you say, look, the United States and China are the two biggest economies. My dear friend, that's not true. Because what you are doing in the US, and that's also what China is doing, you look to the European Union as being 27 economies, you know. We could do the same and say, look, the United States, they are 50 economies. And by the way, our internal market in Europe is much more internal than yours. So start regarding the United States, start regarding European Union, at least as #2 economy, you know. We are bigger than the US. We are. But you claim to be bigger because you split us in 27 pieces, you know. If you look at the manufacturing, your manufacturing base has left. I mean, there is still a very important manufacturing hub in Europe. We have strengths, you know. You have it's very difficult to compare, but I think the United States should do an effort in understanding the European Union. For example, you have now the programs for relaunching the economy, the support programs.
You read everywhere in the American newspaper that it's huge compared to Europe. The support we give to our economy in Europe is much bigger than the United States because we have all these automatic stabilizers. Now you hand out cash to the families. You know, we do it on a monthly basis. So it would be better if we understand each other better. And really, what you are doing on the internal front, maybe there is some understanding that you have to do something to reconciliate your population, but it's not helping you internally and it's not helping you on the international scene. That's my conviction, Ron. Merci, merci beaucoup. Dans cette approche de Karel, il y a une part très importante qui est la pensée idéologique, la conviction très libérale de la croissance, de la création de richesse. Sur le plan idéologique, Ronald, est-ce que vous pensez que la proposition de Joe Biden de réunir les démocraties, de faire un sommet des démocraties dans le monde, faire cela au cours de l'année 2021, peut être un progrès? Est-ce que vous croyez cette initiative? Car c'est vrai que le dialogue entre les démocraties n'est pas très avancé. On parle assez peu, je le vois au niveau européen, nous, Français, avec la démocratie japonaise ou la démocratie de Corée du Sud, et on aurait bien besoin de discuter avec ces pays, comme on a besoin de discuter avec la démocratie israélienne, qui ne sont pas structurés de la même façon et qui ne travaillent pas de la même façon, mais qui ont tous quand même un certain nombre de valeurs en commun. Est-ce que vous croyez, pour une pensée internationale, que ce rendez-vous des démocraties en 2021 est porteur de perspectives positives? Ronald. You know, I am hopeful it will yield results. This will be one place I might agree with Carl. For it to work, it has to be something more than the normal summit that might occur, say, under the G20 or under APEC. But I do think the president is correct in understanding and the reality. It feels like we are increasingly moving to a world in which there is going to be a collision between those countries, however you define it, or governed democratically or governed by a more autocratic system, and having an understanding of value of those democracies, how we can work together, wherever we can find those commonalities, I think is going to be not only desirous, it's going to be necessary if we're going to create any kind of world order, whether that's economically, strategically, military, on climate change. And so, but I am, Prime Minister, I always operated in politics as under a philosophy of what I called raging pragmatism. So I will reserve any judgment on the conference until we see what happens. Merci beaucoup. Ça me conduit à un raisonnement qui est aujourd'hui dans la tension internationale qui est la nôtre. Au fond, la pandémie a renforcé d'une certaine manière les tendances nationalistes et a ralenti un peu les échanges internationaux et la coopération. Dans ce contexte-là, on ne peut pas espérer beaucoup de progrès de la gouvernance mondiale s'il n'y a pas des consensus et une partie d'un consensus. La gouvernance mondiale a beaucoup profité à sa naissance pour le multilatéralisme en 1945, du consensus après les guerres pour la paix et disons le consensus des droits de l'homme et de la Charte des Nations Unies. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'émergence d'un consensus? Je suis frappé de voir que sur l'environnement, le changement climatique et notamment les accords de Paris, qu'on voit apparaître non seulement chez les leaders, si on compare le discours de Xi Jinping quand il signe les accords de Paris et le discours de Joe Biden quand il revient dans l'accord de Paris, on voit qu'il a la planète comme horizon politique, cette perspective de faire
de la survie de la planète, un projet politique majeur est quelque chose qui est partagé chez les chefs d'État, mais aussi dans les jeunesses du monde entier. Bon, Jean-Claude, sur ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, un passage de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation à la planétisation, c'est-à-dire la protection de la planète comme moteur fédérateur? Naturellement, ce n'est pas un consensus général, mais c'est un consensus minimal assez puissant pour remettre tout le monde autour de la table et peut-être renforcer la coopération. Votre avis, Jean-Claude? Alors, je vous dirais que je suis d'autant plus à l'aise pour vous répondre à cette question qu'il y a quelques années, j'avais commis un petit ouvrage intitulé « La France peut-elle gagner la bataille de la mondialisation ?» ouvrage dans lequel je disais qu'au fond, il fallait arrêter de regretter le monde d'avant et de se dire les choses sont ce qu'elles sont, le monde est ce qu'il est. Il faut plutôt essayer d'appréhender la globalisation ou la planétisation, d'appréhender les phénomènes et de les gérer plutôt que de dire on refuse tout cela et donc les choses iront mieux. Et malheureusement, le coronavirus est venu nous donner raison sur un point très simple. On pouvait jusqu'à présent dire chacun sa frontière, chacun son pays, chacun son organisation. Or, vous avez vu qu'avec un virus qu'on n'a toujours pas vu, on ne le voit pas physiquement, il a cloué toutes les économies et il nous oblige à réfléchir de manière différente. En d'autres termes, ce virus il nous impose, il fait que nous sommes obligés de travailler ensemble, par exemple en matière de coopération, en matière de santé. On parlait de développement durable, on parlait de développement durable, de survie de la planète, mais survie de la planète, c'est aussi la survie de l'être humain. Aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, on voit très bien qu'il ne nous viendrait plus à l'idée de se dire, eh bien, on gère notre virus en France, ou on le gère en Allemagne, ou on le gère aux États-Unis, on le gère en Chine, et puis tout va bien. En fait, on se rend compte qu'on est bien obligé, bien sûr, de commencer par le gérer chez nous, mais aussi de se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, parce que ça pourrait nous revenir en boomerang, quelle que soit la crise sanitaire que nous pourrions avoir. Il n'est pas à le souhaiter, mais tout peut toujours arriver. Donc oui, nous avons réalisé qu'il y a quelques sujets sur lesquels il nous faut désormais coopérer. Et ça n'est même pas est-ce qu'on veut parce qu'on serait de la tendance politique, ça n'est même pas est-ce qu'on veut parce qu'on serait copain avec un tel, ou parce qu'il irait de notre intérêt. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Aujourd'hui, si vous avez un virus en Australie ou qui part du Chili, il peut arriver en France, il peut arriver aux États-Unis et bloquer nos économies et nos vies. Donc, nous avons intérêt à coopérer, par exemple, sur le plan de la santé pour qu'il y ait un développement minimum en Afrique, en Chine et partout ailleurs. Ça, c'est le premier point. Effectivement, partant de là, nous avons des opinions publiques. Vous savez, l'autre jour, je regardais comment il y a 40 ans, il y avait en 74 un candidat en France, candidat à l'élection présidentielle, c'était M. Dumont, le professeur Dumont, il avait dû faire 0,74% de voix. Aujourd'hui, la représentation développement durable au gouvernement, c'est le numéro 1 ou 2 du gouvernement après le Premier ministre, soit ou même devant le ministre des Finances. Ça montre bien que dans nos opinions publiques, les jeunes, et de ce point de vue, moi je vis entre l'Europe, enfin la France et les États-Unis, mais je connais aussi bien l'Asie. Voyez-vous, j'ai été frappé de voir que même en Chine, vous avez une opinion publique qui dit les problèmes de pollution sont tels qu'on ne peut pas vivre dans ces circonstances-là. Donc, vous avez aussi une pression sur les hommes politiques, même lorsque ce sont dans des pays où ce ne sont pas des démocraties au sens où nous l'entendons, eh bien, qui sont poussées parce qu'elles se disent nous devons faire consensus pour pouvoir conserver malgré tout notre corps social. Les Chinois, quel que soit leur régime politique, le président chinois est obligé de tenir compte d'un minimum d'homogénéité de son corps social et donc de faire des efforts en ce sens. Et là-dessus, je suis mais complètement d'accord sur le point suivant lequel vous avez sur ces sujets non seulement consensus, volonté et avec un dialogue qui va au-delà des frontières. Un dialogue qui va au-delà des frontières et qui s'impose à nous, acteurs, leaders d'opinion publique, acteurs politiques ou économiques,
Et de ce point de vue, les entreprises l'ont aussi compris. Pour revenir aux États-Unis, vous avez vu que bien se détachant du président Trump, un certain nombre d'entreprises américaines avaient décidé d'appliquer les exigences de l'accord de Paris parce que vous avez une opinion publique d'environnement durable, en tout cas de transition écologique qui reste assez forte et qui existe aussi chez les Républicains. Il ne faut pas croire que ça n'est je parle sous le contrôle de Ronald, mais les jeunes en faveur de la transition écologique, vous les trouvez probablement plus nombreux chez les démocrates, mais ils sont très présents aussi chez les Républicains, chez les gens de la terre, dans le Wisconsin, dans des régions, dans l'Amérique profonde. Et de ce point de vue, c'est vrai que ce sont des éléments sur lesquels nos gouvernements doivent tenir compte. Juste un dernier point, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit souveraineté européenne en demandant ce que ça voulait dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la vraie crainte que l'homme ou la femme de terrain a, et ce dont on s'est rendu compte au cours de cet incident, de ce drame du coronavirus, c'est qu'au fond, on disait, on a peur de dépendre d'un pays. Et donc, l'idée, c'est pas, me semble-t-il, c'est pas simplement d'empêcher qu'il y ait une relation économique ou des entreprises en Chine ou ailleurs ou quelques pays que ce soit, mais d'éviter que nous soyons dans une dépendance. Et je pense que c'est cela qui s'exprime beaucoup, éviter que nous soyons dans une dépendance à la fois industrielle, politique et sociale, mais surtout industrielle, vis-à-vis de tel ou de tel pays. On se souvient de la réaction de la Chine face aux Australiens en prenant des mesures de rétorsion à d'autres mesures qu'avait prise l'Australie. Donc, je pense que l'idée aujourd'hui doit nous conduire à travailler à la diversification de notre relation économique parce qu'il est naïf d'imaginer, et les chiffres le montrent, que d'un coup de cuillère, on pourra ramener tous les emplois et ramener toutes les entreprises en Europe ou ailleurs ou les empêcher de partir. En revanche, ce dont il faut s'assurer, c'est que nous parvenions à attirer sur nos territoires et que nous ne soyons pas dépendants de tel ou de tel pays. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je passe la parole à Serge de Gallet pour les questions de nos amis qui ont suivi cet échange. Alors, beaucoup de questions hein, des deux côtés de l'Atlantique. La tonalité des questions est plutôt pessimiste. Il y a les questions qui aimeraient appeler à des réponses précises, concrètes, mais ce sera naturellement difficile pour nos intervenants. C'est les dossiers concrets sur la fiscalisation des GAFA. Un premier geste a été fait par la nouvelle administration américaine, d'autres pas restent à faire. Est-ce que le climat américain se prête à aller dans le sens des demandes européennes? Même chose pour les droits de douane. Un de nos auditeurs rappelle qu'en France, il n'y a pas seulement le cognac, il y a aussi le vin d'Alsace et que voilà, le vin d'Alsace est également frappé. C'est une question qui revient. Et naturellement, une question omniprésente, c'est l'application extraterritoriale des lois américaines qui insupportent beaucoup d'Européens et d'autres. Est-ce qu'il peut y avoir un espoir que sur ce sujet hein, qui précédait Donald Trump, Joe Biden avance? Deuxième série de questions, c'est sur l'Europe. Est-ce que l'Europe est capable de s'imposer, de se poser face aux États-Unis et à la Chine, mais surtout dans le cas d'espèce face aux États-Unis? Est-ce qu'elle a la capacité à s'unir? Est-ce qu'elle a la capacité à s'intégrer davantage? Et est-ce que finalement le fait que les États-Unis vont essayer d'enrôler l'Europe dans leur affrontement avec la Chine, ce n'est pas une manière pour les États-Unis de neutraliser les entreprises européennes et même d'une certaine manière de les affaiblir?
troisième et dernier point, qui est un peu en contradiction d'une certaine manière avec ce que disait Jean-Claude Beaujour, c'est que, en fait, selon la question, le protectionnisme et le nationalisme sont les seuls moteurs d'une réunification de la société américaine extrêmement divisée, et que ceci est patent chez les républicains et devrait conduire les démocrates à être plus protectionnistes, plus nationalistes qu'ils ne souhaiteraient l'être, justement pour essayer de rassembler une partie de la société américaine. Voilà un peu les trois séries de questions qui ont été posées par nos participants. Alors, peut-être d'abord à Karel, dire comment il voit la capacité de l'Europe post-Brexit à s'organiser, à affirmer sa position, on dit s'imposer face aux USA, mais aussi face à la Chine, naturellement. Et donc, les matchs avec les entreprises, l'extraterritorialité, comment on peut essayer de définir un projet européen aujourd'hui qui crédible dans cette situation où quand même il y a pas mal de tendances à la dispersion. Et puis j'interrogerai après Ronald sur notamment comment il réagit et comment l'opinion américaine réagit aux différentes propositions, notamment la fiscalisation des GAFA et un certain nombre de sujets importants. Karel. Oui, merci beaucoup. Enfin, je voudrais peut-être revenir pour un moment sur notamment donc, la souveraineté européenne, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Naturellement, enfin, donc, il faut tenir compte de l'environnement global, mais il n'y a aucune raison pourquoi l'Europe ne pourrait pas faire ce que fait l'Europe, ce que font les États-Unis. On peut le faire, oui, certainement. Et notamment donc en ce qui concerne les supply chains, la diversification de ces supply chains, notamment donc vers les autres pays en développement, parfois asiatiques. Je parle du Thaïlande, qui est quand même sur le plan industriel non négligeable, l'Indonésie, la Malaisie, etc. On peut le faire. Et je dirais même qu'on a plus de possibilités de le faire que l'économie américaine, parce que nous sommes plus diversifiés. C'est intéressant à voir que jusqu'ici, les États-Unis ont toujours été meilleurs à développer quelque chose que d'inventer quelque chose. Ce que nous devrions faire en Europe, c'est pas seulement inventer des choses, mais également de les développer sur le plan industriel. Donc là, on a certainement un pas important à mettre, mais c'est pas du tout impossible de le faire. Et il faut le faire. Donc, j'ai d'ailleurs dit que la proposition américaine, donc, de regarder de plus près les supply chains et de voir comment on peut, donc, comment dirais-je, donc, sortir de l'influence chinoise, c'est un projet très important. C'est peut-être un projet que les États-Unis et l'Europe devraient faire ensemble, hein, parce que si les États-Unis le font seulement, donc de façon isolée, ça va nous amener de plus en plus vers un protectionnisme qui sera vraiment navrant. Hein. Donc, si on veut le faire, il faudrait le faire ensemble. Et c'est important parce que vraiment, je dois dire que moi, je me méfie de la Chine. Moi, je ne me méfie pas du tout des Américains, certainement pas des démocrates et surtout pas de Ron Kirk, mais moi, je me méfie beaucoup des Chinois. Et revenons par exemple sur le problème de la gouvernance mondiale et l'environnement. C'est facile hein, de promettre qu'en 2060, ils seront carbon neutral. Mais qu'est-ce qu'ils font entre-temps hein? Ça, je le vois par exemple, donc,
je suis assez impliqué dans le secteur de l'acier. Là, je vois ce que ça veut dire. Hein. Et également donc, dans la construction, par exemple, dans le public procurement, etc. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, hein? Et si on prend pas des mesures ensemble, on ne va pas les forcer à aller dans la bonne direction. Il est vrai qu'on ne peut pas donc aller vers une planète plus saine, plus sauve, notamment donc, sur le plan de l'environnement, si on essaye de le faire sans les Chinois, mais il faudra quand même, comment dirais-je, les diriger. Hein? Donc, il faudra diriger les Chinois dans cette direction et on peut le faire si on le fait ensemble. Ça, c'est ma conviction. Les autres questions qui ont été posées, notamment, par exemple, la fiscalisation des grandes sociétés américaines dans le secteur de la digitalisation, ça dépend de nous. En fait, ça dépend de nous si on le fait. Si l'Europe le fait, c'est un fait. Si la France le fait à elle-même, c'est difficile sur le plan international. Ça ne marchera pas, mais si l'Europe le fait, c'est une donne. Et à ce moment-là, donc, les États-Unis, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui dominent ce secteur, pour le moment, hein, donc il faut faire attention, hein, parce que notamment M. Breton a raison quand il dit que dans la deuxième phase, donc l'Europe est beaucoup mieux positionnée. Mais si donc l'Europe prend cette direction, qui est d'ailleurs aussi la direction prise par l'OECD, c'est de dire, voilà, on paie des taxes, on paie une contribution, hein, à la société, et là où on a donc ces ventes. Enfin, c'est une idée très saine et je pense qu'il faudrait l'appliquer. Cette idée de l'extraterritorialité de la fiscalité et du système de dollars, ça pose quand même un vrai problème. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu avec l'Iran, mais on le voit aussi dans d'autres circonstances. Enfin, donc, l'idée, voilà, si vous ne suivez pas la ligne américaine, vous êtes exclu de la zone dollar. Ça, je pense que c'est très dangereux d'aller de l'avant sur cette route, enfin, donc, parce que ça nous amène vers un désastre, je pense, et ça nous amène aussi vers comment dirais-je, une confrontation mentale, hein, entre l'Europe et les États-Unis. Il ne faut pas faire cela. Donc, c'est vraiment une faute. Ceci dit, donc, laisse-moi quand même finir avec une note très positive. Moi, je suis convaincu que si l'Europe et les États-Unis, ensemble avec le Japon, l'Australie, travaillent ensemble, on peut, je dirais dans une certaine mesure, regagner le niveau mondial, mais l'ouvrir aussi vers l'avenir. Regagner donc la scène mondiale, mais en fait, en promouvant par exemple cette carbone neutralité même à plus bref délai, on peut encore avoir une influence primordiale sur le plan mondial. Et quand je dis quelque chose sur le WTO, sur l'OMC en français, c'est certainement pas pour critiquer qui que ce soit, mais c'est pour dire, voilà, c'est l'Europe et ce sont les États-Unis qui devront faire cela. Et là, je suis convaincu que la nouvelle directrice générale sera excellente, mais il faut que nous la soutenons ensemble, sinon elle ne pourra rien faire. Merci, merci Karen. Alors, Ronald, votre avis sur les questions qui sont posées, comment voyez-vous les projets de fiscalisation, notamment en ce qui concerne les GAFAM? Comment voyez-vous l'évolution du sujet de l'extraterritorialité de la loi américaine et donc ces sujets qui sont des sujets qui, quelque part, polluent un peu, évidemment, la relation des États-Unis avec leurs partenaires? Ronald. Recognizing we are nearing, I think, the hour, I'll try to be brief. This is one area where I don't know that there is that much dissimilarity between what Carl articulated and I did. I think the tax issue will be more easily resolved at a level of a negotiation between the United States and the EU rather than a challenge with individual member states. But I want to be careful. All of these are very, very difficult issues to resolve.
but none of them are outside of our purview. The strength of this relationship, if you look at the overall volume of commerce, of trade intersection between the EU writ large and the United States, the amount involved in these disputes is minuscule. And at least I can only say, Mr. President, from my perspective, when I was U.S. trade rep and working both with Carl and his predecessor, Kathy Ashton, was the sooner we could resolve those, the more we could focus on our commonality. So it's easy for me. It's a lot more fun being a former USTR to punt this to Ambassador Catherine Tai and say, get it done. But I do agree with Carl. If it's going to be resolved, it will have to be at the parliamentary level, not at the state level. I did want to say one thing, that I think your question to Jean-Claude about perhaps embracing a common agenda around our goal of planetization, I think is both brilliant and going to be a reality. I think if we're looking for silver linings in all the clouds that we've thrown out in this conversation, it is the power and universality, I think, of young people worldwide who want to attack this issue of preservation of our climate. It cuts across, I think, ethnicities, geographies, ideologies, political will. It is one of the single most powerful forces for change in the world. And so I want to broadly associate myself with Jean-Claude's answer on that. I think, Mr. President, you may be on to something there. And then finally, I would agree with Carl and remind him, and we know this to be true, that at least as it relates to China, the only success we had was when we engaged them through the dispute settlement process in the WTO, and we did it in a coalition, historically with the European Union, the United States, Canada, Mexico, Japan, Australia, Singapore. I mean, we know the parties. All of these issues are going to be very difficult, but I think if we can, the sooner we can try to restore that sort of working partnership, the better we will be. I will close with this, and I want to be careful because as we each have noted, each of us lives, works, prospers under some form of a democratic form of governance with the recognition of open markets. None of us would want to live, work, raise our families under any other form of governance. I have maintained for some while China's biggest advantage is not because they are smarter, better, more innovative than we are, but they can make a decision. None of us would want to live under that governing structure, but our biggest challenge is how we find commonality, how we resolve disputes in a timely enough manner that we don't take so long to do so, that by the time we've done it, China has further entrenched their footprint around the world. So we have much ahead of us, but I remain hopeful that we have so much more in common. We have so much more to gain by working together, that if we can find the political will to do so, that we can do it. And I am more than confident that a Biden-Harris administration not only believes that, but has the commitment to do so. Je sais que le temps manque, il est quasiment… Merci beaucoup, Ronald. Jean-Claude, un mot de conclusion parce que nous sommes au terme de notre débat. Juste deux mots pour dire tout d'abord sur l'extraterritorialité. Là où nous pourrons trouver un point d'accroche, c'est si nous parvenions, nous, Européens et Américains, à travailler d'un commun accord sur la corruption, parce que la justification de l'extraterritorialité d'un certain nombre de législations, c'est de vouloir lutter contre la corruption. Donc je pense qu'il faut déplacer
ou dépasser ce sujet, puisque nous avons aussi des lois extraterritoriales comme la RGDP est une loi extraterritoriale qui s'applique aux États-Unis. Donc, je pense qu'il nous faut revenir à la table des négociations, réfléchir à la manière dont on peut lutter contre la corruption sans pour autant pénaliser les entreprises européennes. En tout état de cause, on a en tête un certain nombre de décisions qui ont fait très mal et qui ne favorisent pas le dialogue transatlantique, je pense à la BNP. Et puis, dernière chose, c'est que sur les GAFA, GAFAM, etc., le vrai sujet, c'est l'harmonisation de la fiscalité en Europe pour éviter que certaines aillent dans des pays où ils se disent qu'ils auront une législation plus faible. Je pense que de ce point de vue, il y a aussi une petite opinion publique américaine qui estime qu'il faut faire payer les grands groupes. Donc vous voyez, on peut trouver des points de convergence sans être naïf. On peut trouver des points de convergence. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Pour ceux qui veulent continuer ce débat, je voudrais vous recommander la lecture d'un livre qui est Retour vers le futur par un Américain, Fareed Zakaria, qui est le grand journaliste de CNN et qui a dans ce livre une analyse de la situation qui est assez innovante. D'ailleurs, sur notre débat, il parle beaucoup de l'attitude Trump vis-à-vis de la Chine. Il montre que finalement, la Chine, en s'ouvrant à l'intérieur, s'est fermée un peu l'extérieur et qu'au fond, il faut veiller à ce que l'Occident ne se conduise pas à un durcissement de la Chine, mais qu'au contraire, on trouve le moyen de faire en sorte de conduire les uns et les autres vers le progrès. C'est Vous entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Là, oui. Voilà. Et donc là, vous m'avez entendu sur Zakaria? Oui. Donc, je vous invite à lire ce livre sur donc les relations internationales. Je voudrais dire un grand merci à Ronald avec vraiment du fond du cœur pour sa franchise et sa compétence et sa bonne humeur dans ce débat. Merci à Karel, à sa rigueur, à ses convictions et à sa grande compétence de ces sujets. Merci à Jean-Claude Beaujour qui est fidèle à nos débats et à cette perspective aussi qu'il a donnée en fin de l'émission sur la corruption qui est très utile. Et au fond, essayons de voir quand même comment on peut trouver des consensus qui nous permettent d'avancer. Cette idée du passage d'une mondialisation à une planétisation, c'est-à-dire l'intégration de valeurs communes, c'est un sujet qui peut quand même nous intéresser. Les grands pays font des grands efforts et il faut les accompagner dans ces efforts pour lutter contre les changements climatiques. Merci à Serge Le Gallay, à toute l'équipe de la Fondation. Merci à tous. Au revoir. Le débat a été passionnant, vivant. Je vous en remercie beaucoup les uns les autres. Belle matière et à bientôt. On continue le cycle de réflexion sur cette nouvelle donne américaine pour le monde. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Au revoir. À bientôt.